Eh bien, bonjour. Alors, on va faire aujourd'hui un nouveau chapitre sur les ondes lumineuses. Alors, dans le précédent chapitre, on avait parlé des ondes sonores, plus particulièrement de l'émission et de la propagation d'un son, et on avait dit que les sons ne pouvaient se propager que dans les milieux matériels. Eh bien, la lumière, contrairement au son, elle peut se propager dans tous les milieux à condition qu'ils soient transparents, y compris dans le vide. Alors, on retiendra que dans le vide, et on considère que dans l'air la valeur est la même, la célérité de la lumière c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire 300 millions de mètres par seconde. 300 000 km à la seconde. La célérité est extrêmement grande. C'est d'ailleurs la plus grande vitesse qu'un objet puisse atteindre. Enfin, en tout cas, aucun objet ne peut dépasser la célérité de la lumière. Et dans un milieu homogène, la lumière se propage toujours en ligne droite. Alors, à titre de comparaison, dans le dernier chapitre, quand on avait parlé du son, on avait dit que sa célérité, c'était environ, dans l'air, 340 mètres par seconde. Donc, vous voyez qu'entre 300 millions de mètres par seconde et 340 mètres par seconde, il n'y a pas photo. J'ai dit environ 340 mètres par seconde pour le son, puisque je vous rappelle que sa vitesse dépend dans l'air, par exemple, de la température, de l'humidité, de tout un tas de paramètres. Alors, vous ferez une petite application tout seul, qui sera donc à rédiger dans le texte. Le Soleil, donc c'est notre étoile. Elle se trouve à peu près à 450 millions de la Terre, 450 millions de kilomètres de la Terre. Donc, sachant que cette lumière se déplace à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, eh bien, je vous demande de calculer la durée qu'il faut à la lumière pour parcourir la distance Soleil-Terre, c'est-à-dire la durée qu'il faut à la lumière pour nous parvenir une fois qu'elle a été émise. Donc, vous donnerez le résultat en secondes, et puis pour se rendre compte un peu mieux de la valeur, vous le convertirez ensuite en minutes. Alors, on va s'intéresser maintenant à la lumière blanche. Donc c'est Newton en 1666 qui a réalisé une expérience qui a été cruciale pour comprendre ce qu'on pourrait appeler la nature de la lumière blanche. Alors Newton, c'est la personne que vous voyez là qui est sur, sur la photo. Il est en 1666 âgé de 24 ans. Et en fait, il est retranché dans sa maison natale, en fait, chez sa mère en Angleterre, près de Nottingham. Alors pourquoi est-ce qu'il est retranché chez sa mère? Eh bien, tout simplement parce qu'à cette époque, une grande épidémie de peste ravage l'Angleterre. Il est donc confiné et il met à profit son temps libre pour réaliser de nombreuses expériences, dont celle que je vais vous présenter ici. Alors, pour faire cette expérience, il s'est placé dans une pièce dans laquelle il a fait l'obscurité complète. Ici, ce que vous voyez contre le mur, ce sont les volets de la pièce. Et il avait fait l'obscurité complète, mais dans un des volets, il avait percé un petit trou. Il faisait ses expériences dans la journée, et donc ce que vous voyez ici, c'est en fait la lumière du soleil qui entre dans la pièce. Vous constatez, comme je vous l'ai dit sur la diapo précédente, que la lumière se propage bien en ligne droite. Alors, il a placé sur le trajet de la lumière, ici, un objet qu'on appelle un prisme. Donc pour l'instant, je vais juste vous dire qu'un prisme, c'est tout simplement un objet en verre qui est taillé. Donc c'est un objet transparent et qui va laisser passer la lumière. Alors imaginons dans un temps qu'il n'y ait pas ce prisme. Que ferait la lumière? Eh bien la lumière, elle se propagerait, elle continuerait en ligne droite jusqu'à... Alors ici, il avait mis un panneau en bois qui lui servait d'écran. Ben, vous voyez que s'il n'avait pas mis le prisme, on obtiendrait ici sur l'écran une tache lumineuse blanche. Blanche comme la lumière du soleil. Il met en fait sur le trajet de la lumière un prisme. Alors première chose qu'on peut constater, ben, vous voyez que la lumière, au lieu d'arriver ici, elle arrive ici.
la lumière est donc déviée. C'est le prisme qui dévie la lumière. Dans le prochain chapitre, on expliquera pourquoi. La lumière est donc déviée. Il observe ici donc une tache lumineuse. Alors on pourrait s'attendre à ce que cette tache lumineuse, comme elle vient de la lumière solaire, eh bien elle soit blanche. En fait, pas du tout. Il observe une tache colorée qui ressemble à ceci. Alors cette tache colorée, on appelle ça le spectre de la lumière blanche. Et si vous regardez bien, vous avez dans ce spectre, en tout cas c'est ce qu'il a vu au début, 6 couleurs. Donc vous avez, les couleurs sont à connaître, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Donc 6 couleurs. Alors en fait, quand on dit 6 couleurs, il faut bien comprendre que c'est incorrect. Parce que si vous regardez bien, allez, on va dire que dans toute cette partie-là, on a du rouge. Mais ce n'est pas le même rouge. En fait, on a une infinité de teintes de rouge différentes. Idem pour le orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Donc dans le spectre de la lumière blanche, on dit généralement qu'il y a 6 couleurs. C'est un abus de langage. Il y en a une infinité. Alors, 6, et pourtant, si vous regardez dans n'importe quel livre, et peut-être ce que vous avez appris les années précédentes, des couleurs, on vous dit qu'il y en a 7. Alors, 6 ou 7? Eh bien, en fait, au début, Newton en a bien vu 6 des couleurs. Mais rapidement, il en a ajouté une, ici, l'indigo. Alors, je serais bien embêtée pour vous dire exactement où est l'indigo. C'est une nuance qui se situe entre le bleu et le violet. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a rajouté une 7e couleur? Eh bien, tout simplement parce que à l'époque de Newton, le chiffre 7 avait une valeur symbolique très importante et Newton a voulu rajouter à une couleur pour en avoir 7 comme, eh bien, comme les 7 planètes qui sont alors connues dans le système solaire, comme les 7 notes de musique, mais aussi comme les 7 jours de la semaine ou les 7 merveilles du monde. Et d'autres raisons encore. Donc voilà pourquoi en fait maintenant eh bien, on dit qu'il y a 7 couleurs dans le spectre de la lumière blanche. Donc je vous les rappelle à connaître dans l'ordre: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Alors si on fait l'expérience en classe, donc ce que vous voyez ici, le triangle vu de profil, en fait c'est le prisme. Donc le faisceau qui arrive ici, c'est le faisceau de lumière blanche que l'on envoie sur le prisme. On l'appelle le faisceau incident. Et donc vous voyez bien que s'il n'y avait pas de prisme, eh bien la lumière continuerait en ligne droite de cette façon-là. Le faisceau qui est là, on l'expliquera un petit peu plus tard. C'est un faisceau qui se réfléchit sur la face gauche ici du prisme. Et ce que vous voyez ici, eh bien, ce sont les 7 couleurs que Newton a observées dans le spectre de la lumière blanche. Et vous voyez bien sur cette photo que la lumière, elle est déviée. D'ailleurs, vous pouvez constater que le rouge est moins dévié que le violet et que la lumière blanche, eh bien, elle est décomposée. Alors, pourquoi décomposée? Eh bien, en fait, et c'est là l'importance du raisonnement de Newton, il s'est demandé, mais d'où viennent ces couleurs? Eh bien, ces couleurs, elles viennent tout simplement de la lumière blanche. Donc, le blanc n'est pas une couleur. Le blanc, c'est la superposition de toutes les couleurs qu'on observe dans le spectre. Donc, le blanc, c'est du rouge, plus du orange, plus du jaune, plus du rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. C'est la superposition de toutes ces couleurs qui va donner du blanc.
Alors, que retenir de ce qu'on a vu jusqu'à présent? Que la lumière blanche, en fait, c'est une lumière qui est composée de plusieurs, et même je vous ai expliqué d'une infinité de radiations lumineuses. Alors, plutôt que de dire que la lumière blanche, elle est composée de plusieurs couleurs, on utilise un mot beaucoup plus précis en physique, on dit de radiation lumineuse. Et puisqu'il y a plusieurs radiations lumineuses dans la lumière blanche, elle est qualifiée de polychromatique. Poly pour plusieurs et chroma, c'est la couleur. La figure colorée obtenue, c'est ce que l'on appelle le spectre de la lumière blanche, et on y retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le phénomène observé, c'est ce que l'on appelle la dispersion de la lumière blanche. Dans certains exercices, vous pouvez trouver la décomposition. Et un prisme permet de décomposer la lumière blanche. On dit que le prisme est un milieu dispersif et on verra qu'il existe une autre possibilité pour décomposer la lumière blanche, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un réseau. Alors, une petite parenthèse, et si on faisait l'expérience non pas avec un faisceau de lumière blanche, mais avec un faisceau laser. Donc sur la photo que je vous présente ici, là, vous avez un faisceau laser qui arrive sur le prisme. Ceci, c'est le faisceau qui s'est réfléchi sur la face du prisme qui est à droite. Et vous voyez que le faisceau qui est là rentre dans le prisme et il ressort ici. Donc vous voyez, comme pour la lumière blanche, que le prisme dévie la lumière laser. Mais là, contrairement à la lumière blanche, donc un laser, vous en avez déjà vu au lycée, ce que l'on a, ils émettent une lumière rouge. Et bien, si la lumière qui pénètre dans le prisme, elle est rouge, lorsqu'elle ressort du prisme, elle est aussi rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le laser émet une lumière qui est monochromatique, qui ne renferme qu'une seule couleur, une seule radiation. Alors, qu'est-ce qui va caractériser maintenant une radiation lumineuse? Comment déterminer une radiation, une couleur? Eh bien, chaque radiation est caractérisée par une grandeur que l'on va noter lambda, donc comme ça, c'est une lettre grecque, et qui s'exprime en mètres. Alors, c'est assez difficile de comprendre ce que c'est qu'une longueur d'onde. Je vais essayer de vous faire une analogie. Imaginez par exemple que vous jetez un caillou dans l'eau. Donc la surface de l'eau va se déformer, il y a des crêtes qui vont apparaître à la surface de l'eau, des crêtes et des creux. Et si vous regardez la surface de l'eau de profil, vous allez voir qu'elle présente une forme analogue à la courbe rouge qui vous est présentée ici. Eh bien, la longueur d'onde, c'est la distance, attention, la distance qui va séparer deux maxima consécutifs. Dans le spectre de la lumière blanche, je vous ai rajouté ici en dessous les valeurs de la longueur d'onde. Et vous voyez que la longueur d'onde, elle varie à peu près de 750 nanomètres, ou plutôt de 400 nanomètres à 750 nanomètres. Donc nano, je vous rappelle, c'est 10 puissance moins 9. Donc les longueurs d'onde ont des valeurs extrêmement petites. Et le domaine du visible, en fait, c'est l'ensemble des longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible. Alors, suivant les livres, vous trouverez 400, 750, 400, 800 nanomètres. Bon, vous retiendrez l'ordre de grandeur. 400, 800 nanomètres. Pour cette année, ça sera bien. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a des longueurs d'onde plus petites que 400 nanomètres et d'autres plus grandes que 400 nanomètres? Eh bien, il y en a au moins deux que vous connaissez. Celles qui sont avant 400 nanomètres, donc qui sont avant le violet, ce sont les UV, les ultraviolets. Et les radiations, celles qui sont au-delà du rouge, vous les connaissez aussi, c'est ce que l'on appelle les infrarouges. Donc,
La lumière visible fait partie d'un domaine beaucoup plus grand d'ondes qu'on appelle les ondes électromagnétiques, mais en dehors du domaine du visible, en fait, l'œil n'y est pas sensible. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce domaine, enfin en dehors de ce domaine du visible? Donc, avant le violet, on va trouver les ultraviolets. Avant les ultraviolets, les rayons X, c'est le rayonnement qui est utilisé par exemple quand vous faites une radio du bras. Et encore avant les rayons X, des rayonnements très énergétiques, les rayonnements gamma, donc des rayonnements qui sont produits par des éléments radioactifs et qui vont être produits par exemple au sein des étoiles. De l'autre côté, on va avoir les infrarouges, les micro-ondes, et puis tout ce qui est les ondes radio et les grandes ondes. Toutes ces ondes-là font ce que l'on appelle le domaine des ondes électromagnétiques. Et l'œil n'est sensible qu'à une toute petite partie du domaine des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle le domaine du visible. Alors, on va voir maintenant ce que l'on appelle les spectres d'origine thermique. Alors, thermique, la chaleur. Donc, on va voir les spectres en fait émis par des corps chauds. Alors, les étoiles, le soleil, les étoiles sont des corps chauds qui constituent ce qu'on appelle des sources primaires de lumière, c'est-à-dire des sources qui créent elles-mêmes leur propre lumière. La Lune, par exemple, on peut la voir. Pourtant, elle ne crée pas de lumière. Pourquoi est-ce qu'on la voit? Parce qu'elle renvoie vers nous la lumière produite par le Soleil. Donc si on considère une étoile et que l'on fait passer la lumière de cette étoile au travers d'un prisme, on va pouvoir observer le spectre de la lumière émise par l'étoile. En voici quelques exemples. Alors, ce que vous voyez ici écrit en jaune, Alcaïde, Sirius, Procyon, Capella, Arcturus et Beltégeuse, ce sont des noms d'étoiles. Juste à côté, vous voyez, vous avez en Kelvin la température de l'étoile. Donc vous voyez par exemple Beltégeuse, c'est marqué 2500 à 3500 Kelvin. Alors, cette température, elle n'est pas, entre guillemets, énorme. En fait, il faut bien voir que c'est la température de surface d'une étoile. Au cœur de l'étoile se produisent des réactions nucléaires et là, les températures peuvent atteindre des millions de Kelvin. Donc, vous avez ici 6 spectres, vous voyez, là, à droite, des spectres colorés, des spectres continus, pour différentes étoiles qui ont des températures de surface différentes. Donc la plus, entre guillemets, froide, c'est Beltégeuse. La plus chaude, toujours entre guillemets, c'est Alcaïde. Alors, c'est pas flagrant, mais si vous regardez bien les spectres, déjà, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On y voit toutes les couleurs du rouge au violet, mais pas avec la même intensité. En fait, si vous regardez bien du côté du violet, vous allez voir, enfin du violet, du bleu, vous allez voir que pour Alcaïde, donc à ce niveau-là, j'entoure en noir, c'est pas très visible, mais je pense que vous voyez, le spectre est beaucoup plus riche en bleu que dans le cas de Beltégeuse. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver pour tous les corps chauds. Plus le corps va être chaud, plus son spectre va être riche en radiation bleue et intense dans le bleu. Donc qu'est-ce que vous avez à retenir là-dessus? Que le spectre de la lumière émise par un corps chaud, c'est un spectre continu. Toutes les couleurs y sont présentes, du rouge au violet. Et plus la température du corps est élevée, plus son spectre va s'enrichir dans le bleu. On va voir maintenant quelque chose de totalement différent, ce qu'on appelle les spectres de raies. Alors, regardez le petit schéma que je vous ai proposé. Ici, vous avez une ampoule. Une ampoule qui est parfaitement hermétique et dans laquelle on a piégé, on a enfermé un gaz. Vous voyez ici, là et là, deux électrodes.
à l'aide d'un dispositif électrique, on va créer entre ces deux électrodes une décharge électrique. Donc on va apporter de l'énergie et cet apport d'énergie va, on dit, exciter les atomes ou les ions qui sont présents dans l'ampoule. Et il faut savoir que lorsqu'un atome ou un ion est excité, il émet de la lumière. Donc ça, vous l'expliquerez l'année prochaine. Donc il émet de la lumière, ce gaz excité. Et bien cette lumière, on va la faire passer au travers, par exemple, d'un prisme. Et là, on obtient quelque chose qui ne ressemble pas du tout au spectre qu'on a vu par exemple pour la lumière blanche. On obtient ce qu'on appelle un spectre de raies. Pas du tout un spectre continu avec toutes les couleurs qui vont du rouge au violet, mais un spectre qui présente toujours un fond noir avec une ou, la plupart du temps, plusieurs raies colorées. Par exemple, pour le sodium, vous constatez que le spectre, c'est une raie. En fait, il y en a deux, mais elles sont tellement fines et tellement proches qu'on ne les voit pas. Une raie jaune. Pour le mercure, on observe toujours un fond noir, une raie jaune, verte, bleue et violet. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous regardez bien et que vous comparez les deux premiers spectres au troisième, celui du cadmium, vous constatez que tous les spectres sont différents. Si effectivement on prenait le temps de comparer tous les spectres des éléments chimiques qui sont présents dans la classification périodique, on constaterait que tous les spectres ont quelque chose en commun, un fond noir et des raies colorées. Par contre, tous les spectres sont différents, c'est-à-dire pas le même nombre de raies dans les spectres. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Que le spectre d'une entité chimique, donc entité atome, ion, c'est toujours un spectre de raies, c'est-à-dire des raies colorées sur un fond noir, et le spectre d'une entité lui est propre. Toutes les entités chimiques ont des spectres d'émission différents. On peut dire que le spectre, en fait, c'est la carte d'identité de l'entité. Alors, pour conclure, je vous mets ici un extrait donc du BO. Vous allez devoir, à partir du cours que je viens de vous présenter, rédiger le cours en suivant le plan qui apparaît sur chaque diapo. Et vous allez voir que vous allez retrouver certaines notions qui apparaissent dans ce tableau. On n'a évidemment pas tout fait, on va continuer, mais vous allez essayer de bien le lire et de repérer ce dont on a parlé, et tout ce dont on a parlé doit apparaître dans votre cours. Voilà.